Ah. Ah, voilà, ça fonctionne. Bonjour à tous, bonjour Crony, bonjour Melochi, bienvenue, merci pour le follow Melochi. Et du coup, bienvenue à notre invité Poulpette. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon et que la musique n'est pas trop forte, s'il vous plaît? Comme ça, on est sûr de pas péter les tympans de tout le monde. Hop. Alors là, la musique est trop basse d'un coup. Voilà. Bon, c'est parfait. Super. Alors, les petits amis, est-ce que vous êtes prêts à entendre parler du métier de Poulpette? Poulpette, est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Quel est-il? Alors, comme je crois que tu l'annonces puisque je ne vois strictement rien, alors je suis, correctrice, Oui. de manière plus étendue parce que c'est un métier pour lequel il y a plein d'appellations. Enfin, je suis correctrice, relectrice, adaptatrice, préparatrice de copie. Ça dépend des clients, chacun a son appellation favorite, on va dire. Mhm. Et donc je suis correctrice et j'officie, essentiellement dans le sous-titrage d'animation japonaise et dans le manga et le web. Ok. Normalement, Poulpette, là, je viens de te faire un partage d'écran, donc tu pourras voir ce qui se passe sur mon écran et tu pourras voir ce que les gens voient. Ouais, si ma connexion tient, ça devrait aller. Ça marche. Donc du coup, je pense que c'est un milieu qui fait rêver pas mal de monde dans l'audience. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler ce que ça consiste exactement? Parce que ça paraît très théorique comme ça quand on entend le nom. Mais dans les faits, déjà, tu t'occupes de plusieurs médias. Est-ce que ce sont les mêmes étapes pour chacun des médias sur lesquels tu travailles? Ou est-ce que tu as des méthodes de travail différentes, des façons de faire différentes en fonction du média sur lequel tu travailles? Alors de manière très, très générale, le travail en lui-même diffère assez peu. C'est-à-dire que, un correcteur, son travail, c'est de, nettoyer, on va dire, le texte qu'on lui soumet. Donc c'est-à-dire s'occuper de retirer tout ce qui est, faute d'orthographe, conjugaison, grammaire, typographie, bon, on va dire vulgairement la ponctuation quoi, si vous voulez. Hem Dans certains cas, on peut aussi être amené parfois à faire ce qu'on appelle alors, certains appellent ça de l'adaptation, d'autres de la préparation de copie. En gros, on peut être amené à retoucher le texte Ouais. conjointement avec l'auteur généralement. Pour le rendre, soit plus fluide, soit pour, qu'il soit conforme, à certaines contraintes techniques qui sont imposées par les clients. Donc, Mhm. en l'occurrence, dans le sous-titrage, par exemple, on est forcé d'être, assez concis, ce qui fait qu'on perd en comment je peux dire? On perd un peu en matière parce que, on a des contraintes techniques vraiment strictes. On est limité par le nombre de caractères par ligne et par seconde. Mhm. Ce qui fait que, on peut pas tout mettre, faut faire des choix. Ouais. Dans le manga, manga webtoon, c'est un petit peu pareil, c'est un peu plus je trouve que c'est un peu plus libre, malgré tout, mais il y a la contrainte de la bulle qui fait que, c'est pas un roman, quoi. On peut pas non plus, on peut pas écrire sans fin, faut Mhm. faire des choix aussi. Donc oui, enfin, à part ces contraintes techniques-là, qui peuvent amener à changer comment je peux dire? À changer le style, à faire plus ou moins concis. Sinon le travail en lui-même, ne diffère pas beaucoup, enfin je trouve, d'un média à l'autre. Et en termes, au niveau de la technique, est-ce que tu travailles toujours sur un Word qu'on t'envoie ou est-ce que tu as dû t'adapter à différents logiciels de travail pour pouvoir exercer tes corrections, appliquer tes corrections? Oui, alors là, c'est très variable. Ça dépend, encore une fois, ça dépend du support et ça dépend du client. En webtoon et en manga, on va avoir la plupart du temps un support, traitement de texte, un Word quoi, hein, Mhm. typiquement, où on va recevoir la traduction, à corriger. Et comme les traducteurs, on reçoit les alors soit ce sont des JPEG souvent dans le webtoon, plus rarement il me semble que j'ai eu une fois des PDF, j'ai un trou de mémoire. Mhm.
En manga, c'est soit un support physique, donc on reçoit le tome qui a été complètement indexé par le traducteur. Mhm. Et pour Euh, rappel, un tome ouais, indexé, en fait, c'est le support qui a été numéroté. Donc tous les éléments de texte sont numérotés. Et comme ça, quand il y a la traduction sur le document et que le lettreur doit travailler, il a en vis-à-vis l'index en VO qui est numéroté et voilà les traductions qui y sont rapportées, rattachées. voilà. Donc ça peut être ça. Parfois, on a l'indexé en PDF, tout simplement. Mhm. Et pour certains clients, alors quand on nous demande pas de faire de la prépa de copie, on va dire, certains nous donnent directement le tome lettré en PDF et on nous demande d'annoter le PDF, en fait, de faire les corrections directement dessus. Donc, on surligne, on fait des commentaires, on fait des jolies figures géométriques dessus selon ce qu'on a besoin de pointer. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, manga webtoon. Par contre, pour le sous-titrage, évidemment, c'est pas, enfin en tout cas dans mon cas, c'est pas du Word. On fait ça sur des fichiers ASS. J'ai oublié la définition exacte, mais c'est pas grave. Vous tapez ASS et vous trouvez. Et là, par contre, on utilise un logiciel de sous-titrage. En l'occurrence, nous, on passe par AIJSub. Et on a donc, en fait, le logiciel se présente sous la forme d'un. Dans la fenêtre, on a un encart qui nous permet de lire la vidéo, puisque pour les sous-titres, on en a quand même besoin. Donc on peut lire la vidéo d'un côté, on a un spectre audio en regard, et puis on a après toutes les lignes de sous-titres avec ce qu'on appelle les timecodes, donc c'est-à-dire que on va avoir le point d'entrée, le point temporel d'entrée du sous-titre et le point de sortie, puis quelques autres indications, voilà, comme le nombre de caractères par seconde, par exemple, le nombre de caractères par ligne. J'en parlais tout à l'heure, on en a aussi besoin pour adapter le texte. Donc voilà, c'est pas du tout le même format que dans le manga webtoon. Ok. Et par exemple, ça te prend combien de temps de faire une correction pour un chapitre de webtoon, un manga complet et un épisode d'animé? Ça varie du tout au tout. En moyenne, alors webtoon, ça dépend ce qu'on me demande. J'ai des clients qui me demandent de faire exclusivement de la relecture orthotypographique, c'est-à-dire qu'ils attendent que je corrige bêtement l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, la ponctuation, mais que je ne touche pas du tout à la traduction. C'est-à-dire que si jamais il y a des... En gros, tant que le français pur est correct, peu importe qu'il y ait des répétitions, des lourdeurs, des ceci, des cela, je suis censée envoyer. Tant que le français est propre, j'envoie. Ça me plaît pas trop, mais bon, c'est ce que le client veut. Donc quand c'est des trucs comme ça peut me prendre, ça dépend, un chapitre de webtoon, je suis très pointilleuse, alors ça peut me prendre entre 20 et 40 minutes. Après, si je tombe sur un point de français qui me titille, le temps que je fasse mes recherches, etc., je peux me perdre et ça peut me prendre 1 heure, quoi. Après, quand j'adapte, par contre, puisque là j'ai un webtoon où je suis adaptatrice, justement, là c'est variable. Je dirais peut-être entre l'adaptation et la lecture que je dois faire après, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Encore une fois, je fais pas partie des plus rapides parce que je pinaille beaucoup. Mais ouais, peut-être 1 heure, 1 heure et demie par chapitre. Et pour les En animés manga. Dans les animés, c'est variable. Les animés, en fait, on est surtout tenu par les délais, parce que comme c'est du simulcast, tout le monde, enfin, tous autant qu'on est, c'est-à-dire le traducteur, le repéreur, les correcteurs, on ne sait jamais vraiment quand va arriver le matériel. Par contre, on sait quand on va devoir le diffuser. Donc, au mieux, on a 1 semaine. Au mieux, ça c'est quand c'est Noël. Au pire, on peut avoir moins de 24 heures pour tout faire. À vous 3? À nous 3. C'est déjà arrivé. Alors parfois on peut décaler, parfois pas. Et dans ces cas-là, on fait au mieux. Voilà, donc c'est pour ça que parfois, faut être indulgent. Ça peut arriver qu'on laisse quelques coquilles, mais les gens ne se rendent pas toujours compte. Alors des fois, je le dis honnêtement, ça peut arriver qu'on se plante, c'est qu'on est humain. Mais parfois, il peut rester des trucs tout simplement parce qu'on n'a pas fini le travail derrière, en fait, mais il a fallu qu'on envoie. Donc on envoie et on corrige, on applique des corrections ensuite, en fait. Ça, en moyenne, je dirais que je passe entre à peu près 4 heures par épisode quand je suis en adaptation, parce qu'il faut que j'adapte, que j'attende les relectures du traducteur et du second correcteur, que je les applique,
que j'envoie. Donc je dirais entre 4 et 8 heures. Ça dépend vraiment la série, ça dépend la complexité du texte. On va dire 4 heures la première passe et puis tu attends les retours. Et ensuite, et donc, du coup, ça peut monter jusqu'à 8 heures pour tout faire, c'est ça? Alors oui, C'est mais général. oui et non. Ouais, pardon. Ça dépend. La passe la plus longue, c'est l'adaptation quand Mhm. on est adaptateur. Donc ça, c'est variable. Je dirais que tout compris, donc adaptation et application des relectures, ça prend entre 4 et 8 heures pour moi. Mhm. Une adaptation, ben, selon la complexité de la série, selon qui il y a à la traduction, ça peut me prendre, ça m'est arrivé que ça prenne 2 heures et demie, 3 heures. Ça m'est aussi arrivé parce qu'il y avait c'était verbeux, ça m'est arrivé de mettre, 5-6 heures rien que sur l'adaptation. Ok. Et au niveau du manga, alors? Alors au niveau du manga, c'est variable, là, bah, j'ai un exemple, sous la main, puisque c'est sorti, je peux en parler. Je bosse par exemple sur, la nouvelle édition de L'Habitant de l'infini. Mhm. Alors là, c'est pas de la préparation de copie, même si, des fois je suis pas sûre de savoir si je fais encore de la relecture pure et dure, mais bon. Ça me prend à peu près une quinzaine d'heures par tome. Mhm. Voilà, pour à peu près, bah, entre 400 et 500 pages. Ok. Ouais, Voilà c'est... Ouais, ok. En sachant et du coup que tu ne fais pas enfin tu peux pas te permettre de travailler sur un projet non-stop vu que tu dois en gérer plusieurs à la fois. Donc tu dois faire 2 heures un jour, 2 heures le lendemain parce que tu as plusieurs projets à faire sur la journée ou tu essayes de travailler non-stop sur un projet et puis tu passes au suivant. j'ai l'habitude de travailler en fractionné, mais en tout cas pour le manga et pour le webtoon, j'aime bien essayer, dans la mesure du possible, de faire, une passe, complète. Hmm. Alors, c'est pour ça que j'en fais plusieurs. Bon, déjà parce qu'un correcteur est pas censé ne faire qu'une passe. Bah, c'est un Mhm. peu pareil pour les traducteurs. On fait rarement sa traduction et puis on l'envoie, quoi, on se relie. Mhm. Donc les correcteurs, c'est pareil. Mais pour le manga, comme il y a quand même beaucoup de textes et cetera, en général, je fais une passe plus ou moins rapide, si j'ai pas le temps, où je note le gros des trucs. Mhm. Et puis après, ben, j'essaye de faire une relecture, vraiment approfondie, mais ça, effectivement, je peux la fractionner. Ça peut être, une demi-journée, un jour et puis pendant une semaine, j'y touche pas parce que, bon, déjà parce qu'on me laisse le temps de faire ça et puis parce que, ben, j'ai d'autres projets, entre-temps à rendre et voilà, donc c'est vraiment variable. Mais j'essaye de faire au moins une passe pleine parce que sinon, passer systématiquement d'une histoire à l'autre, c'est un peu compliqué de se remettre dans le bain, dans le style des personnages, donc j'aime pas trop quand c'est trop fractionné. D'accord. Ok. Bon, mais là c'était vraiment pour vraiment sur les insights du métier, mais on va revenir plus tard parce que quand je vais te poser la question qui tue à la fin, je pense que je te demanderai de décrypter un peu les services que tu peux offrir, ce que ça Mmh. implique, etc. Donc là-dessus, on y reviendra plus tard. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours scolaire et ton parcours pro? Comment ça s'est goupillé? Est-ce que tu as directement fait de la correction? Comment t'en es venu là, etc. Alors c'est plutôt ça ma question qui tue en fait, mais oui, alors, je pense qu'on va faire le parcours scolaire d'abord, je Mhm. pense, enfin si tu me le permets. Bien Parce sûr. que en fait tout s'est mélangé en fait, parce que j'ai un parcours un peu atypique. Tout Mhm. s'est mélangé, donc on va faire le scolaire et puis après on fera un bond dans le passé pour revenir sur le pro. D'accord, ok. Ouais non, en fait, ben, il se trouve que, j'ai un parcours assez atypique parce qu'il est, pluridisciplinaire donc c'est à double tranchant. Il y en a, ça les intéresse, d'autres, ça leur fait peur. Mhm. En fait, initialement, je me destinais à la musique, donc rien à voir avec la correction. Mhm. Mais bon, la musique, je savais que c'était compliqué d'en vivre, donc bon, je me suis dit: «C'est pas grave, on va quand même faire ça». Donc après le bac, un bac littéraire en l'occurrence. Après le bac, je suis, allée au conservatoire et j'ai commencé la fac en parallèle parce que je voulais absolument avoir quand même, je voulais suivre des études, on va dire, classiques malgré tout. Et ce qui m'intéressait, c'était les langues. Je voulais faire de la traduction. D'accord. Hem, donc j'ai pris, à l'époque, il n'existait pas de LLCE japonais. Il y Mhm. avait qu'un DU dans ma fac. Donc j'ai pris ça avec, c'était une LEA, en anglais, je crois. Ouais, c'est ça. D'abord, il y avait LEA anglais-japonais, après je suis passée au DU japonais. Hmm. Sauf que, ben, c'était compliqué de gérer les 2, très compliqué. Donc il a fallu faire des choix. Donc j'ai fait 1 année et demie de fac à peu près.
Et puis ben, là, je me suis dit: «Bon, on va d'abord se laisser une chance en musique», puisque j'étais encore jeune. Et je me suis dit: «On verra où ça nous mène», et puis voilà, donc j'ai fait le conservatoire à temps plein, j'ai passé mes diplômes, j'ai commencé à travailler dans la musique. En parallèle, bon, bah, j'avais des activités, bah, qui touchaient déjà un peu à la correction, et c'est comme ça que l'idée de devenir correctrice a commencé à germer. Et puis, bah, il y a une dizaine d'années, alors que j'étais, en poste, en école de musique et que je continuais le conservatoire à me perfectionner dans d'autres disciplines, j'avais une espèce de complexe d'infériorité, en fait, parce que j'avais que le bac. Je me Oui, sentais pas forcément, voilà, légitime nulle part, je vois ce que tu veux dire. J'ai eu ce sentiment aussi. voilà. Donc je me suis dit: «Il faut faire, quelque chose, donc bah, on va reprendre des études». Donc j'étais jeune et vaillante, donc je me suis dit: «Allons-y, on a le conservatoire, on a le travail, et ben, on va faire une fac avec un double cursus, hein». Allons bon. Alors bon, il y a 24 heures par jour, mais on va caser ça. Non, en fait, je suis repartie en licence d'anglais. Heu, il se posait la question, soit je refaisais des langues, soit j'allais vers l'informatique, qui était un truc qui m'intéressait aussi, et qui honnêtement paye beaucoup mieux. Oui. Voilà. Sauf que, bah, comme j'avais un bac L, dans ma tête, c'était pas pour moi. Donc je suis partie en licence, d'anglais, puisque je l'ai faite par correspondance par ma fac. Sauf que je suis arrivée à une période où cette fac, mettait en place quelques changements, ce qui fait qu'en fait, elle imposait de manière un peu détournée une sorte de double licence dès la L1. Parce qu'elle imposait des options lourdes, et en fait ça nous poussait d'une certaine manière à apprendre les dominantes d'autres parcours. Oui. Donc je me suis retrouvée à faire de l'anglais à distance et du japonais en présentiel. Ok. Voilà, double licence. Et donc la première année s'est très, très bien passée. Par contre, ben, quand on dort plus, voilà, donc à la deuxième, il a fallu faire des choix aussi. Donc ben, Mhm. là, fatalement, j'ai été obligée de garder l'anglais parce que j'avais pas à me déplacer pour ça. Donc j'ai poussé jusqu'à la L3, sauf que, ben, moi, l'anglais, je voulais faire de la traduction, et ma fac, à la distance, ne proposait que le parcours, c'était enseignement et recherche, je crois. Oui. Donc voilà. Donc moi, les dictées de phonétique anglaise, je trouvais ça chouette, sérieusement, parce que j'aime bien tout ce qui est symbole et tout, hein, mais après, professionnellement, les dictées de phonétique, bon, bah, niveau débouché, c'est pas trop ça. Mais tu penses que c'était absolument indispensable d'avoir un master en traduction? Alors j'ai pas eu le master, hein, mais Mais oui, mais non, justement, tu l'as pas fait parce que tu dis qu'il n'y avait pas les études pour. c'est ça. Bah, en fait, si je voulais le parcours traduction, il fallait que je sois absolument en présentiel, et à ce moment-là, je ne pouvais pas. J'avais trop de choses dans des villes différentes, donc je pouvais pas, matériellement parlant, je pouvais pas. Hmm. Donc comme le but, c'était surtout de valider, on va dire, un niveau d'études pour après, voir venir, comme on dit. Mhm. Je me suis dit: «Bon, bah, on va finir cette licence», Mhm. et puis voilà. Et puis finalement, en L3, je me suis dit: «Non, c'est vraiment pas ce que je veux», je vais rien, enfin moi les dissertations, les commentaires de texte en anglais, c'est sympa, mais j'en veux pas, quoi. Mhm. Oui, c'était pas Et ton but. non, c'était pas mon but. Donc j'ai un ami à l'époque qui m'a dit: «Mais pourquoi tu vas pas dans l'informatique?» Je dis: «Mais j'ai pas fait de maths». Il me dit: «Mais il y en a pas forcément besoin». Et donc il me dit: «Tu es en train de tu finis une licence qui va te servir à rien, va dans un truc utile». Donc effectivement, j'ai fait, pour l'anecdote, parce que ça, je crois qu'il y a pas grand monde qui le fait. J'étais boursière à l'époque, et bah, quand on est boursier, il faut aller aux examens évidemment, hein, puisque, ben, c'est normal, hein, on touche des sous, il faut bien justifier. Bah, sauf que, moi, la fac, c'était déjà terminé dans ma tête. Donc je suis allée voir le Crous et je leur ai dit: «S'il vous plaît, il me reste 3 mois à faire. Est-ce que vous pouvez arrêter les versements, couper ma bourse, parce que je veux pas aller aux examens ni rien». C'est la première fois qu'ils voyaient ça. Donc ils savaient pas comment gérer le dossier, donc ils m'ont dit: «S'il vous plaît, allez aux examens, signez, prenez votre argent», et puis voilà. Donc bon, bah, D'accord. j'ai Ok. c'est le Crous qui m'a dit ça, donc bah, écoute, j'ai fait ça, hein. Et puis je suis partie en BTS informatique, ça s'est bien passé, et bon, j'ai pas validé pour des raisons, purement, personnelles, qui ont fait que après j'ai tout stoppé, je n'ai fait plus que travailler, plus d'études à côté. Et donc parallèlement à ça, donc je reviens en arrière maintenant, quand j'ai repris mes études, j'avais déjà commencé à faire un peu de correction.
Mais je visais pas spécialement dans les médias, je savais pas trop ce que je voulais, donc j'y allais doucement. Je visais pas spécialement les maisons d'édition. J'ai fait 1 ou 2 bouquins comme ça anecdotiques, mais je travaillais surtout pour les particuliers, en fait. Hmm. Heu, je les aidais à relire, tout ce qui était CV, lettres de motivation, courrier, mémoire d'étudiant aussi. Ouais. Donc ça s'est fait comme ça et puis, ben, au fil du temps, il se trouve qu'un beau jour, on m'a proposé de tenter ma chance à Crunchyroll, donc c'était en été 2015 Ok, et il y bah, a 8 j'ai ans déjà. Ok, donc ça fait un moment quand même que t'as fait tes premiers pas. Ouh. ouais, 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 bah, c'est pour ça que je te disais, c'est un peu le fouillis parce que, bah, comme j'ai fait plusieurs trucs, mais que tout s'est mélangé, études, pro, bah, voilà. Donc 2015, ben, je suis entrée à Crunchyroll. Je devais avoir un projet l'hiver 2015, sauf que ben, finalement la série sur laquelle je devais être ben, n'a pas fini au catalogue Crunchyroll, donc je me suis retrouvée sans rien. Mhm. Et j'ai véritablement commencé ben, en janvier 2016. Ok. Voilà, donc j'ai commencé là, et on va dire que c'est ça qui a été vraiment significatif en matière de correction pour moi. C'est là où j'ai vraiment commencé de manière intensive à m'y Ok. mettre, quoi. Eh ben, c'est cool parce que ça rejoint la question que je voulais te poser à un moment sur le comment as-tu trouvé ta première expérience. Ben, tu viens de l'expliquer. Et du coup, comment tu l'as vécu ta première expérience chez Crunchyroll? Euh... euh, Non, honnêtement, ça s'est bien passé, mais c'est comme tout quand tu démarres et qu'en plus tu ne connais pas le support, parce que le sous-titrage m'avait toujours vraiment intrigué. C'est quelque chose tout ce qui était cinéma, ça m'intéressait pas mal, mais je n'y connaissais rien, donc il a fallu tout apprendre Mhm. et apprendre à la dure, parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est du simulcast. Mhm. Donc au départ, on me l'avait vendu un peu comme un truc, oui, il y a des séries qui sont diffusées en direct, mais pas que. Donc dans ma tête, j'étais surtout sur le mais pas que pour commencer, histoire d'avoir le temps. J'ai très rapidement compris que le mais pas que, c'était plutôt ponctuel. Donc il a fallu, bah, en fait, tu souffres. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais tous ceux qui sont entrés à Crunchyroll, enfin beaucoup, que ce soit les traducteurs ou autres, c'est un peu tous pareil. C'est un peu, ça fait un peu marche ou crève, en fait. Donc tu pleures un bon coup au début. Tu pleures un bon coup en te disant que tu vas jamais tenir les délais, etc. Et puis bon, en fait, comme les équipes sont assez sympas, ben on t'aide, on te donne des conseils. Et puis petit à petit, bah, tu te fais ta place et puis tu progresses, quoi. Mhm. Mais ouais, non, c'était sympa, mais c'était douloureux quand même. Mais oui, parce que si c'est ta première expérience et effectivement tu as le stress des délais, ça doit être compliqué à gérer de peut-être parfois de même rendre des choses où tu dis mais est-ce que je suis sûre de ce que j'ai rendu là. Mais en plus c'est en train de faire ma vitrine, alors si je fais ça, enfin si je le fais pas bien, je vais difficilement peut-être retrouver du travail derrière, enfin ça rajoutait un peu de pression quoi. C'est ça. C'est ça. Heureusement c'est derrière toi. Oh, ouais, oh, à chaque nouveau client, j'ai envie de dire que c'est un éternel recommencement, quoi. On sait jamais si on va rester, si ça va plaire, donc Mm. mais c'est pas plus mal, ça force à se remettre en question C'est en vrai. permanence, quoi. C'est vrai. Mais j'aime bien d'un côté ton expérience parce que je trouve que ça rejoint un petit peu ce que j'ai pu expérimenter. C'est le fait d'avoir un peu un coup de chance, une opportunité, la saisir et puis tu vois un peu où ça te mène et effectivement tu accumules de l'expérience, tu t'améliores au fil du temps et puis finalement tu te retrouves là alors que de base tu pensais pas que ça prendrait à ce moment-là. Je sais pas, c'est un petit peu coucou, j'arrive sur une petite bouée. Ouais, j'aime bien l'image. C'est un peu ça. On est sur notre radeau et puis Non mais c'est c'est ça. chouette. Parce que du coup, j'ai l'impression que quand on est de l'extérieur, le chat, vous pouvez nous le dire, hein, si c'est l'image. Mais personnellement, avant d'arriver dans le monde de l'édition, il me semblait que c'était, en tout cas dans le monde lié au manga et webtoon, je pensais que c'était très fermé, qu'il y avait très peu de place et que j'arriverais jamais à y aller. Alors finalement, effectivement, il n'y a pas des masses de place non plus. Mais quand on écoute les parcours de chacun, des fois j'ai l'impression qu'on y est arrivé un peu par hasard. Et donc du coup je me dis mais comment c'est possible? Je comprends pas. Moi, enfin,
dans mon cas, j'ai quand même eu de la chance parce que c'est la personne qui m'a recommandé chez Crunchyroll me connaissait de projets, de correction qu'on avait, mais en amateur à côté. Mmh. Donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Mais Ouais. après enfin, je sais pas de ton côté comment tu le perçois et je sais pas si en lettrage c'est différent, mais j'ai l'impression que alors dans le sous-titrage d'animation japonaise, je trouve que c'est très, très présent. En manga, je le retrouve aussi, mais peut-être un peu moins. Je trouve que ça marche quand même beaucoup à la recommandation, quoi. C'est de la cooptation, c'est de la recommandation, donc Mmh. il faut que tu sois compétent ou que tu aies, comment je peux dire? Ou que tu sois prometteur, Oui. mais il faut aussi le contact. Il faut le contact Ouais. qui te met le pied à l'étrier, quoi. C'est vrai que il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Tu le côté, être au bon endroit au bon moment. Effectivement, je pense que c'est positif si tu discutes avec les autres et si tu es visible, parce qu'on ne pourra pas te connaître et penser à toi si tu parles jamais. Et au niveau du réseau, c'est vrai il y a quelques endroits, c'est uniquement par le réseau, je pense, et effectivement par la cooptation. Et puis il y a d'autres endroits, tu vas, tu te proposes, t'envoies des mails et ça peut passer aussi. Et à ce moment-là, c'est vraiment via le test que ça passe ou pas, quoi. Donc je pense que ouais, il y a un petit peu de tout et il faut au moins 2-3 ingrédients pour arriver à tes fins. Je suis assez d'accord. Mais par exemple, pour le webtoon, j'ai l'impression que arriver maintenant, c'est compliqué. Il fallait vraiment être là dans les 3 dernières années, mais que là, depuis juin-juillet, c'est compliqué. Ouais, bon, moi, je suis entrée dans le webtoon par l'intermédiaire d'un studio Mhm. qui était très sympa avec moi, mais oui, de ce que je vois, c'est pas une période très c'est compliqué. Bon, en tout cas, dans le chat, ils sont d'accord. Ils disent de fou, totalement d'accord, ça paraît super fermé de eux-mêmes. Et puis Melochi qui dit faut saisir les opportunités, c'est sûr, le contact aide beaucoup. Oui. Et c'est drôle parce que quand on est freelance, donc du coup, tu es correctrice freelance, auto-entrepreneur. Ouais, c'est ça. Mhm. Quand je trouve que les gens ont souvent cette idée de ok, le freelance auto-entrepreneur, il est enfermé chez lui dans son bureau, mais dans nos métiers, même si c'est un peu ça, il faut vraiment avoir un bon contact client, etc. si on veut espérer se développer en fait. Alors, il y en a qui il y en a qui arrivent mieux que d'autres. Je pense que c'est ton cas d'ailleurs, parce que toi, enfin, je trouve que tu es quelqu'un de très, très sociable en fait. J'essaye. Après, tu as des après t'as les ours comme moi qui sont enfin, qui essayent d'être sociables, en tout cas par email, par écrit. Je sais pas si ça passe toujours bien, mais moi je suis vraiment le cliché de l'auto-entrepreneur qui bosse du réveil au coucher, hein, mais bon, après, j'ai pas un métier non plus qui paye super bien, donc ça explique aussi ces choix-là. Mais oui, après, ouais, je te rejoins. C'est vrai que même si on travaille dans notre coin, c'est quand même important d'essayer d'avoir, ouais, on va dire d'entretenir le relationnel, quoi, que ce soit avec ses confrères, avec ses clients, Mm, mm, bon, mm. c'est le jeu, quoi. Mais enfin, c'est comme partout, hein, Mm, mm. en entreprise, c'est pareil, enfin, je sais pas trop, j'ai jamais vraiment été en entreprise, mais bon, je pense que tu passes pas ta vie non plus à entrer, ne dire bonjour à personne, faire ton travail et ressortir. Ouais. Voilà. Et alors je vais d'ailleurs te demander, tu viens de l'aborder très rapidement, mais on peut peut-être se concentrer sur ce point. Actuellement, tu es correctrice à temps plein. Est-ce que tu arrives à en vivre correctement ou c'est vraiment super compliqué? Alors, je me suis longtemps demandé ce qu'il y avait derrière la question «en vivre», parce que si c'est en vivre, c'est-à-dire, être Payer ton capable, loyer et manger. voilà. Alors, je suis dans on va dire, dans un pas raconter ma vie, donc je suis dans un contexte familial qui fait que, ça passe parce qu'on vit un peu en tribu, si tu veux, donc on fait tout en commun, donc ça passe. Mhm. Par contre, si je devais vraiment me loger seule et tout payer, ça serait un peu compliqué. Hmm. Parce que, au-delà des gains qu'on peut générer à l'année, Mhm. bah, ça j'apprends rien à personne, hein, c'est pareil même pour ceux qui sont, salariés, ben, si tu cherches un loyer, il faut avoir des garants, il faut que tes revenus suivent, il faut que les revenus de tes garants suivent, et cetera, et cetera, et cetera. Mhm.
Et ça, par contre, bah, c'est un peu compliqué. Donc on va dire que je m'en sors et en tant que correctrice, je pense que là, à l'instant T, je dois pas être dans les plus à plaindre. Mmh. Après, c'est au prix de, littéralement, enfin là, cette année, par exemple, c'est littéralement, si tu bosses du réveil au coucher, quoi. Tu pas de Ouais, soirée, tu pas de week-end, donc est-ce qu'on peut appeler ça une vie saine et vivre? Je suis pas sûre. ouais. Donc voilà, non, si je devais avoir un rythme de vie plus sain, je pense que clairement mes revenus suffiraient pas. OK. Parce que c'est ça, c'est là où je voulais en venir également avec cette question, c'est du coup parler effectivement de ton rythme. Le fait que tu as différents rythmes en fonction du type de projet et qui sont généralement le correcteur, c'est celui qui est le moins bien payé dans la chaîne. Donc forcément, tu es obligé d'accepter beaucoup de projets pour pouvoir avoir un salaire au moins un SMIC, je dirais. Et, Mmh. et du fait, du coup, tu as un planning de fou parce que vu que tout ça, ça arrive à des moments différents, etc., ça doit être un rythme effréné. Tandis que je compare à ma situation, quand je bosse sur un projet, ça me prend à minima plusieurs heures et je suis un peu mieux payée que toi. Mmh. Donc du coup, déjà comme ça, je dois prendre plein de projets. Mais du coup, dans le cas des correcteurs, je me dis que ouais, c'est encore plus compliqué. Donc Bah, comment tu arrives à organiser ta semaine avec autant de projets qui ont des longueurs différentes, des deadlines différents, en sachant pas quand les éléments vont arriver pour que tu bosses dessus et tout et tout. alors dans l'édition, c'est un peu plus simple dans la mesure où, on a on va dire des périodes bloquées par étape. Donc, ben, toi, tu connais bien, hein, le Mhm, lettrage, ça va être de telle date à telle date. On va te demander de rendre à telle date. Voilà, tu sais à peu près quand le travail va arriver. Bon, il y a toujours des exceptions. mhm, Donc ça peut se caser plus facilement. Le plus embêtant, c'est vraiment le simulcast. Mais comme il n'y a pas j'aime pas les anglicismes, mais on va me le pardonner ce soir, comme il y a un turnover qui est pas énorme, les équipes se connaissent bien. On mhm. connaît le rythme de chacun, on connaît les habitudes de travail de chacun. Ce qui fait qu'on arrive, on arrive à comp on arrive un peu à compenser avec ça. C'est-à-dire que moi j'ai des collègues, ben, je sais que telle personne, si le matériel arrive, à tel moment, il y a de grandes chances qu'elle l'envoie à mon niveau à tel moment, à Hmm. peu près. Donc c'est difficile à expliquer, mais c'est un truc qui se fait de manière plus ou moins intuitive avec le temps parce que justement tu connais les gens avec lesquels tu bosses. Par contre, ben, comme le simulcast change à chaque saison, ben, tu attends de savoir le nombre de projets enfin, le nombre de projets que tu vas avoir et puis, bah, c'est toujours la grande inconnue parce que, bah, comme tout change, les horaires de diffusion changent, hem, le moment auquel tu vas recevoir le matériel change, donc ben, tous les 3 mois à peu près, c'est un peu la surprise. On attend de voir, qu'est-ce qui arrive quand et Mhm. non, mais bon, j'ai p c'est difficile à décrire, mais j'ai pris le pli, en fait, puis quand tu sais aussi, à la louche, combien de temps tu vas passer sur un fichier, ça aide aussi. Hmm. Voilà, si je comme je reprends l'exemple des 4 heures en moyenne de tout à l'heure, bah, si je sais que je vais avoir besoin de 4 heures, mettons que j'ai un truc qui arrive ce soir et que je doive le rendre demain, bon, je sais que ce soir, je passe 4 heures dessus, quoi. Hmm. Peu importe ce que je fais, je vais arrêter ce que je fais, je vais passer les 4 heures et puis je rembraye sur le reste ensuite. Ouais, ça mange vraiment ta vie privée. Ah, pour le coup, oui. Après, si tu me permets, parce que je sais que ça, c'est un truc qui est assez tabou, surtout en France. Mhm, J'ai pas spécialement de tabou, mais pour que les gens se fassent une idée. Parce que souvent les gens demandent les tarifs. Alors je vais pas hmm. donner les tarifs exacts, de mes clients, mais de manière générale, en tant que correctrice, moi à l'heure actuelle, j'arrive à faire à la louche, à la grosse louche, entre, je dirais 18 000-19 000 et les années folles peut-être, 28 000-30 000 € bruts. Sur l'année. Voilà, brut. Hmm. Après, pour que les gens comprennent, parce qu'ils savent peut-être pas, bah, après il faut enlever les cotisations sociales de l'URSSAF, ça Oui, fait déjà mal. ça fait... Après, c'est 20% en auto-entrepreneur. 22. ouais, ouais, un peu plus. Moi, comme je suis très prévenante et que j'ai peur de tout, je calcule d'office un quart, comme ça j'ai une bonne surprise à la fin de l'année, en fait, parce que du coup, voilà. Mhm, Mais oui, tu enlèves à peu près 22. mhm. Après, ben, il faut enlever la CFE, donc cotisation foncière des entreprises en fin d'année, Ouais. tu peux pas y couper et puis après sur tout ce qui reste, ben,
les indépendants, on le répétera jamais assez, mais nous, on n'a pas de chômage. Les congés payés, on n'en a pas. Il faut on est censé mettre de côté nous-mêmes pour avoir des congés payés. Pareil pour les congés maladie. Mhm, Pareil pour la retraite. mhm. On est censé mettre de côté, voilà. Donc, quand on remet tout ça au mois, je dirais que les meilleurs mois en net, pardon. Les meilleurs mois, j'arrive peut-être à faire entre 1 600 et 2 000 euros. Mhm. Mais bon, bah, après, il faut enlever tout ce que je suis censée. Voilà, il y a la vie de tous les jours, il y a les factures, il y a, comme je disais, bah, il y a tout ce que nous, on est censé se payer nous-mêmes. Donc, voilà, je suis pas la plus à plaindre, mais bon, ça reste, en tant qu'indépendant, ça reste pas foufou non plus, quoi. Ben, c'est juste, ouais, c'est effectivement le fait que tu bosses tellement pour au final si peu, c'est c'est dommage, c'est fou quoi. Je pleure Voilà. tous les mois à cause des cotisations. Non mais on se tient la main en fait. Mmh. J'allais presque oublier les impôts parce Ah ouais, les que impôts. oui, parce que les impôts, quand tu es indépendant, je sais pas comment ils calculent, mais ils doivent te comparer à un salarié, en fait. Ce qui fait que, ben, l'an passé, en ayant seulement, moi, je suis transparente, mais l'an passé, une fois les abattements faits et cetera, en net imposable, j'étais à peu près à moins de 17 000 euros. Ouais, Ah bah, je paye des impôts, je gagne ouais. trop. Mais c'est dingue, c'est tellement peu, 17 000 euros. Surtout que, comme t'as dit, une fois que tu payes toutes tes cotisations, c'est vraiment pas ça que t'as dans la poche, quoi. Ah non, non, ah non, j'aimerais bien avoir 30 000 euros dans la poche à l'année, j'aimerais bien, mais non, je les ai pas, hein. C'est dingue. Donc, C'est un- donc voilà, enfin pour que les Ouais, gens on puisse bien sachent à peu près, imaginer. voilà. On n'est pas à 40 000 euros par an, les gars. Hein. Mais ouais, donc c'est au prix de sacrifices. Mais est-ce que là, tu es heureuse de faire ce travail? Est-ce que ça te plaît maintenant que tu y es? Oui, malgré tout, oui. Alors je fatigue un peu quand même, hein, je vais pas le cacher. Mhm. Je fatigue un peu et je pense que bon, enfin, j'ai moins de 40 ans, donc est-ce que je ferai ça encore 40 ou 50 ans? Parce que je pense pas que j'aurai de retraite. Mhm. Là, je pense que la réponse c'est non, je pense pas. De toute Mhm. façon, on sera peut-être remplacé par vous savez quoi. Mais mais oui, pour l'instant, c'est vraiment enfin, je fais vraiment un truc enfin, le français m'a toujours passionné, donc je fais un truc vraiment qui me plaît. Moi, j'adore passer du temps dans les grammaires, les trucs comme ça. Je sais que c'est un peu bizarre, mais mais c'est vraiment mon truc. Donc oui, c'est vraiment un métier qui me plaît et en plus, au niveau du rythme, bon, le rythme est un peu infernal, mais je suis tranquille chez moi, il y a pas de bruit, il y a pas de bruit ambiant, je suis pas dans un open space ou des trucs comme ça, donc pour l'instant, c'est ce qui me convient. Ouais, au final, les points positifs pour le moment arrivent encore à contrebalancer la balance du négatif. C'est ça. Mhm. Et donc tout à l'heure, on a parlé brièvement de tes premières expériences, donc c'était surtout Crunchyroll. Ensuite, tu as parlé en webtoon que tu as commencé via un studio. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être justement de l'environnement en mode, ben voilà, tu travailles avec des studios, avec Crunchy en direct, tu travailles avec des maisons d'édition en direct. Comment tu vis ces relations? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps de gérer ça dans ta semaine, justement, ces questions de relationnel, en plus des projets? Alors, excuse-moi, qu'est-ce que tu entends exactement par relationnel avec, les clients? Que ce soit des studios ou du direct, peu importe, je suis pas sûre Bah, de saisir. il y a plusieurs choses. Il y a le fait, bah, déjà, est-ce que tu as constaté des différentes façons de travailler? Est-ce que tu dois beaucoup relancer pour avoir des projets ou est-ce que maintenant ça vient tout seul? Est-ce que tu dois prévoir du temps dans ta semaine pour faire de la prospection? Ce genre de choses. OK, d'accord. Alors, avec le studio avec le je commence par le studio. Le studio avec Mhm. lequel je travaille, qui est Black Studio d'ailleurs, ils sont très sympas. Heu, Là, enfin, moi je trouve que ça se passe très bien, en tout cas pour moi. Ils sont très réactifs, ils sont vraiment, vraiment à l'écoute. Mhm. Ils essayent dans la mesure du possible d'être au petit soin avec nous. Après, bon, bah, contraintes, il y a les contraintes clients, mais je veux dire, non, je j'ai pas besoin de relancer quoi que ce soit parce qu'ils sont vraiment au taquet, je trouve. Il y a presque rien besoin de faire d'autre que son travail, en fait. On va signaler de temps en temps puisqu'on utilise surtout Discord. Mhm. Bah, de temps en temps, on va signaler en disant, bah, untel va dire: «J'ai fini la traduction», enfin la traduction est déposée sur, ça peut être un drive, un truc comme ça. Donc pareil pour le lettrage ou la correction. Mais dans l'ensemble,
j'ai pas besoin de relancer pour quoi que ce soit avec eux en tout cas, donc c'est plutôt chouette. Mhm. Le suivi est très bon. Après avec les clients en direct, je réfléchis. Non, les clients avec lesquels je travaille, j'ai pas spécialement besoin de relancer. Ça m'est arrivé peut-être une fois ou 2 parce que, ben, à ce moment-là, le client était débordé et la personne qui gère un projet avait un peu zappé ou voilà, bon, ce sont des choses qui peuvent arriver, hein. Mhm. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai eu plutôt de la chance, j'ai pas trop eu besoin de, entre guillemets, «faire le travail» d'autres personnes. Mhm. Et t'as pas eu besoin de repartir en prospection maintenant, les projets se tiennent les uns aux autres, ou des fois t'as des phases où tu stresses un peu et tu dis oh, ok, là il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Alors ça dépend. Avec les clients que j'ai, alors je vais faire les clients plus la prospection. Les clients que j'ai actuellement, moi je suis quelqu'un d'assez discret malgré tout. Donc en fait je demande pas, ce qui est complètement idiot puisque comme tout le monde j'ai besoin de travailler et de vivre, mais je suis pas quelqu'un qui demande des projets. Mhm. Donc c'est soit on m'en propose, c'est très bien, soit en fait je suis un peu bête parce que ben j'attends, je n'ose pas demander D'accord. parce que j'ai peur que ça fasse un peu, j'aime pas le terme, mais j'ai peur que ça fasse un peu crevarde, tu vois. Donc du coup je reste dans mon coin. Par contre, de la prospection, oui, j'en ai fait bien sûr. Mais en correction et dans l'univers manga, enfin manga webtoon, c'est compliqué. Les clients que j'ai eus, c'était que par le relationnel ou parce qu'on est venu me chercher. Si ce n'est Black Studio, ça a été un des rares que j'ai démarché et qui m'a répondu, m'a fait passer un test et puis j'ai convaincu et c'est parti comme ça. Et d'ailleurs, Mhm. ils m'ont ouvert certaines portes. Mais en général, en correction, soit tu as une chance folle de bien tomber, ce qui est assez rare. Je parle bien quand tu connais personne, hein. Mhm. Soit bah, t'as pas de réponse. Soit quand tu as la chance d'en avoir une, souvent c'est ben excusez-nous, mais non. Oui. Ok. Voilà. Parce que de toute façon, la correction, c'est souvent un truc, c'est le premier poste qui saute, hein. Donc la Dans les correction, c'est budgets. vraiment tendu. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai cru comprendre ça en un an. On m'a souvent dit que beaucoup d'endroits faisaient l'impasse sur la correction parce que tu sais, c'est pas important. Lol. C'est ça. Et puis après, tu lis, tu tombes sur des bouquins édités et tu fais ah, eux, ils ont fait l'impasse sur la correction. C'est ça, bis. Euh, Est-ce que par rapport au webtoon, etc., t'as remarqué, parce que tout à l'heure, t'as dit que c'est vrai qu'au niveau du travail en correction, comme le support pouvait influencer d'une certaine façon ta méthode, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au webtoon que tu pourrais nous donner, vu qu'on est quand même au Webtoon Café Oui. et que nous avons ici des créateurs de webtoon? Je pense que ça peut être intéressant pour eux de connaître peut-être des codes de français que tu vas appliquer dans ce cas-là. Alors, des codes de français que je vais appliquer au Je sais pas ce webtoon. que je raconte en disant ça, hein, donc peut-être Non, je que c'est sais. une mauvaise formulation. Non, en tout cas, enfin, après c'est mon point de vue, avec mon expérience. Ça peut peut-être changer avec d'autres correcteurs. En tout cas, me concernant, je dirais que webtoon, manga, je mets vraiment dans le même paquet Mhm, parce que ça reste un support, grossièrement, ça reste de la BD au sens très large. C'est-à-dire que tu as un support avec des bulles et des dessins mhm. et le texte va dans les bulles. Bon et après tu as les hors bulles, bien sûr, et les zonos, mais je veux dire le texte principal va dans la bulle. Voilà, peu importe que ce soit un manga ou un webtoon. Après, il me semble, là c'est peut-être toi qui peux me répondre, il me semble qu'en webtoon, vous avez un peu plus, vous pouvez gérer la dimension des bulles, je crois, sur certains projets, voire tous. Je ne Oui, sais plus. dépendant des clients, oui. C'est un peu le dernier recours, mais il y en a, ils nous disent, par exemple, pour éviter les césures, tu changes la taille de la bulle. Voilà, donc ça peut peut-être permettre, moi en correction en tout cas, j'ai jamais trop eu à m'occuper de ça, mais du coup, bon bah si la taille de la bulle peut changer, ou en tout cas si quand tu travailles au fond, tu as une petite voix qui te dit bon, ce mot-là tu peux le tenter parce que au pire la bulle pourrait être un petit peu retouchée. Bah oui, tu vas faire des choix de vocables qui peuvent différer, que tu aurais peut-être pas fait dans un autre cadre, genre le manga où les bulles sont quand même un peu plus étroites, je trouve. Oui. Voilà. Mais dans l'ensemble, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas En une fait, rumeur qui se dit que le webtoon, vu que c'est un support tout public, parfois il faut peut-être pas proposer un vocabulaire trop poussé ou des formulations trop anciennes malgré l'univers qui peut s'y prêter?
Alors, il y a de ça, mais je l'ai pas rencontré que dans le webtoon en fait. Hmm. Voilà, c'est une tendance générale. Mais pour le webtoon à proprement parler, et j'ai eu ce cas-là aussi. Effectivement, ça peut arriver qu'un client nous demande d'abaisser le registre des personnages, donc Mhm. le niveau de langage, on va dire, parce qu'il estime que ben, le public attend tel truc. Mhm. C'est toujours un peu dérangeant à la fois pour le traducteur, qui est quand même ben, auteur de la traduction, hein, mine de rien. Mhm. C'est à la fois dérangeant pour le traducteur et pour le correcteur, parce que ben oui, comme tu le dis, il y a des textes qui se passent dans des périodes un peu anciennes où le cadre fait que tu t'attends à un certain niveau de langue, à certaines tournures, etc. Le traducteur, quand il est bon, en tout cas, va le faire. Sinon, c'est toi, le correcteur, qui prend le relais et qui t'arrange pour rendre tout ça joli, on va dire. Bah, toi, tu fais ça, tu remets au client, et puis le client te fait remonter que ouais, mais là, non, bah là, on va changer, on va faut abaisser, on va éviter les inversions sujet-verbe dans les questions parce que ben, le lecteur, il attend pas ça. Enfin, le lecteur est censé recevoir une œuvre d'un auteur, bon, étranger, d'accord, mais avec une traduction qui est censée respecter, comment je peux dire, respecter le. Le message même de l'auteur, Voilà, parce que c'est c'est ça. vrai que, ben, surtout en japonais et en coréen, il y a des niveaux de langue et des hiérarchies bien spécifiques. Et moi, je trouve que ça fait vraiment partie de l'histoire de les respecter. Et c'est dommage quand on peut pas le transposer par facilité. Ben, absolument. Et puis au-delà de ça, je pense que je peux entendre l'argument, parce que je pense que c'est un peu l'argument sous-jacent de tout ça. Je peux entendre l'argument qui voudrait que, bon ben, comme c'est de la, je vais dire BD au sens large encore une fois, hein, Mhm. ah bah, comme c'est de la BD, les gens ils sont pas là pour se prendre la tête, pour lire avec un dictionnaire, etc. Alors oui, évidemment, si tu sors le dictionnaire à chaque bulle, enfin je veux dire, même moi j'ai beau adorer le français, enfin quand je lis un truc par plaisir, enfin je suis pas là pour, je suis pas là pour étudier quoi. Mhm. Par contre, je pense, et je me trompe peut-être, hein, je pense que ponctuellement, même dans un webtoon, si tu es amené à te dire: «Tiens, ce mot-là, je le connais pas, vite fait, je vais chercher dans le dico ou alors je me le note et je le chercherai plus tard». Enfin, si c'est un mot tous les X chapitres, je pense pas que niveler par le haut soit mauvais. Ça Mais te fait du surtout que vocabulaire en plus. parfois, quand c'est des mots compliqués, les traducteurs font une note de traduction. En plus. Donc ouais, c'est un choix éditorial que des fois je ne enfin, on est nombreux à pas le comprendre, hein, mais ben, c'est un peu bête à dire, mais on est exécutant. C'est un peu Mhm. frustrant d'ailleurs parfois, mais bah, voilà. Donc oui, il y a des clients qui nous demandent clairement d'abaisser le niveau de langue et ben et Hmm. trop d'autres choix que de suivre, quoi. Ouais, c'est vraiment une vision. C'est comme parfois, justement, les traductions, elles veulent respecter au max. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux types de traductions différentes. Il y a peut-être la traduction qui n'a pas été totalement adaptée au marché français, mais du coup qui peut amener un peu de culture avec elle. Et moi, j'aime bien ce genre de traduction où tu as encore à la petite touche coréenne ou japonaise qui va te permettre d'apprendre des choses sur la communication. Puis t'as d'un autre côté les gens qui vont dire non, 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 s'ils ont fait une ref à telle star coréenne, nous on doit faire la ref à une star française qui est équivalente dans notre pays. Et genre, ça c'est deux visions différentes, mais moi je préfère la première et j'ai l'impression que c'est la deuxième qui est plus souvent mise en exécution. Je sais pas si tu as suivi ce que je voulais expliquer. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Je vais, très discrètement ne pas donner mon avis sur le sujet. Oui, oui, d'accord, pas de souci. Mais non, je je suis assez partagée, je me suis longtemps posé cette question, mais après ça c'est vraiment une question de goût. C'est un peu Mhm. comme les pro VF, pro doublage, tu rentres là-dedans, enfin tu entres là-dedans, Oui, tu c'est finis plus, vrai, hein. c'est vraiment du goût et de la vision de ce que c'est pour toi proprement, ce qui est le mieux, mais c'est vrai que ça change pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Je dirais, enfin, à titre très personnel, ça va vraiment dépendre des œuvres. En fait, si une œuvre est censée être vraiment, vraiment graphique, Mhm, je pense qu'il est important de garder certaines références, ben, originales, dans la mesure du possible. Après, parfois, quand tu vois que la référence originale est vraiment, comment je peux dire? Est vraiment censée, dans le pays d'origine, être super accessible au public, bah, selon qui lit, la traduction française, mettons que ce soit destiné à des enfants et cetera, bah, si tu lui mets une référence française qui lui parle autant qu'au gamin japonais, par exemple, mhm. ou coréen, hein, peu importe, heu,
bah, ça lui parlera tout de suite. Il aura pas besoin de se taper une note de correction, enfin une note de traduction, pardon. Oui. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend vraiment des projets. Là, par exemple, des titres comme, bah, justement, «L'habitant de l'infini» ou quoi, bah, évidemment que tu adaptes pas ça en référence française. Enfin, tu vas pas changer les noms, tu vas pas les appeler Jean-Michel et machin et puis quand il y a une référence historique, tu la transposes pas en France. Tu mets Mhm. au besoin, tu mets une note de traduction. Hmm. Ok. Merci. Alors, on en est où? Oh, attends, on a oublié une question tout à l'heure par rapport à la formation. Est-ce que Ah! pour toi, la formation pour être correcteur, c'est obligatoire? Est-ce qu'il y a une formation spécifique pour devenir correcteur, correctrice? Alors légalement, il y a pas alors déjà légalement, il y a pas besoin techniquement de formation pour, se déclarer, correcteur. Bon après, c'est encore un débat, voilà. Il existe des formations, sauf que, la plus réputée a fermé en 2012 si je dis pas d'âneries, c'était Formacom. Mhm. Donc c'est le CEC, c'était centre, il y a communication à la fin, centre, j'ai un trou de mémoire, le CEC, peu importe, le CEC avait pris la relève, mais je crois qu'il était jugé un brin moins bon que le Formacom, si je dis pas d'âneries. Et sauf que le CEC a fermé en 2022. Et j'ai oublié, il y a un autre organisme qui a pris la relève. Je ne sais pas du tout, ce que ça vaut. Bon, je pense que si c'est la suite du CEC, ça doit quand même valoir, évidemment quelque chose, hein. Tenir la C'est route, toujours ouais. bien d'avoir un cadre. Mhm. Après, je suis un peu partagée, mais on pourra très bien me rétorquer que, ben, comme je n'ai pas suivi de formation spécifique, ben, alors forcément je suis contre les formations, ce qui est pas du tout le cas. Hmm. Je pense qu'une formation, ça peut être bien, ça apporte déjà des contacts, ça apporte des connaissances évidemment. Oui. Après, pour le métier de correcteur à proprement parler, c'est comme tout. Je vois fleurir pas mal de formations par exemple en ce moment, c'est bien. Mais quand tu vas sur les sites des formations, ben, tu te rends compte qu'il y a déjà des coquilles sur les pages de présentation. Alors, ça peut arriver, hein, on n'est pas infaillible, les correcteurs se trompent aussi, on est humain. Et par contre, quand tu vends une formation de correction, je sais pas, mais a priori, Il faut être relu, ouais. ou être fait relire. Voilà, Ouais. faut se faire relire, faut se relire et se faire relire. Mhm. Donc, moi, quand une page de formation métier de correcteur et qui est pas forcément donnée affiche des fautes, et des Mhm. fautes, on va dire, simples pour un correcteur, Mhm. bah, moi, ça m'embête. Et Mhm. ça m'encourage pas à dire aux gens: «Allez-y». Mhm. Voilà, par contre, la formation, je crois que c'est comment ça s'appelle? C'est la Greta, ouais, c'est ça. La formation Greta, donc qui est la suite du CEC, ben, elle est sans doute très, très riche parce que c'est quand même sur 7 ou entre 6 et 8 mois, quelque chose comme ça. Oui. Mais après, ben, bon, bah, faut bien payer les formateurs, les locaux et tout et c'est une formation à près de 10 000 €. Oh là, ok. Alors, je rappelle ce que je gagne, Par, ouais. voilà, et Chiffre annuel. c'est un métier qui est précaire et on ne sait pas trop ce qui va devenir dans les années à venir. Alors, est-ce que ça vaut vraiment, vraiment le coup d'investir 10 000 € qu'on n'est pas sûr de rentabiliser derrière? Honnêtement, je suis pas sûre. Ouais, il faut Je vraiment le vouloir. Voilà, mais je pense qu'on peut alors ça, c'est un truc qui va en faire bondir certains et je l'assume complètement. Je pense que comme d'autres choses, c'est un parcours plus lent, mais je pense qu'on peut se former, seul. Par contre, il faut accepter de prendre le temps. Il faut pas se lancer tout de suite, en tant que pro. Mhm. Voilà, il faut essayer d'entrer c'est pas facile parce qu'on est une espèce rare, mais il faut essayer d'entrer en contact avec des correcteurs. Mhm. J'allais dire lire beaucoup, mais ben, je suis bien placée pour savoir qu'il y a beaucoup de bouquins qui sortent et qui sont pas corrigés. Mhm. Donc, Et voilà, peut-être mais que c'est aussi la posture qui est importante parce que comme tu le disais tout à l'heure, toi tu ne te positionnes pas spécialement en sachante, tu vas faire des recherches quand tu corriges, tu vas faire des vérifications. Donc du coup, il faut pas y aller en se disant oui, j'ai tout dans la tête. Non, non, il faut accepter d'aller chercher des références, d'aller vérifier, etc. Et donc ça, c'est une méthode de travail aussi. ouais, bah, un correcteur, comme on dit souvent, un bon correcteur, c'est un correcteur qui doute. On doit douter tout le temps. Alors, on s'entend par douter, évidemment, hein, mais Mhm. on doit douter constamment. Moi, des fois, je tombe sur des trucs et je me dis, pétard, c'est vraiment comme ça que ça s'écrit. Et pourtant, enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais des trucs tout simples, des fois, je me dis, bon, bah, je vais les vérifier parce que j'ai un doute, tu vois. Pareil pour des règles de grammaire, etc. Donc, enfin, déjà, un correcteur qui bosse sans bouquin, ça, je comprends pas trop.
parce que juste les dictionnaires, ça suffit pas. Et après, oui, c'est un métier, un peu comme les traducteurs, hein, il faut chercher constamment. Puis quand on fait, par exemple, quelque chose comme de la prépa de copie, bien sûr que l'auteur doit faire ses recherches, c'est normal, c'est son travail. Mais nous, en fait, ce qui est attendu en préparation de copie adaptation, c'est aussi, et ça peut peut-être en étonner certains, qu'on vérifie le contenu du texte. Je prends un exemple bidon. Si demain j'ai un bidon est très simple, hein, mais si demain j'ai un traducteur qui me parle de, je sais pas moi, de la fête nationale française le 18 juillet, bon ça c'est facile, tout le monde va percuter. Mais je veux dire, si je tombe là-dessus, en fait il faut que ça me vienne à l'esprit de me dire, est-ce que c'est vraiment le 18 juillet qu'a lieu la fête nationale française, tu vois. Et du coup je vais aller vérifier. Et c'est plein D'accord. de trucs comme ça en plus des données purement, on va dire, orthotypographiques qu'il faut vérifier. Donc oui, c'est un métier de la lenteur, il faut vérifier tout le temps. Et d'ailleurs, on a Angélique dans le chat qui est aussi correctrice pour le WAFE. Et donc, elle nous dit le nombre de recherches que je fais par jour. Haha, je me dis toujours que j'ai faux. C'est ça, on doute beaucoup. Je te dis, c'est un métier du doute. Et puis, c'est vrai que tout à l'heure aussi, on a parlé de l'orthotypo, de la grammaire, etc. Et donc, du coup, je suppose que toi aussi, tu as le lexique des règles typographiques à la maison, à côté de l'ordinateur ou quelque chose dans ce genre, non? Il est là. On l'entend. Moi, tu sais que j'ai eu 2 stagiaires là le mois dernier qui font de l'édito. Donc elles m'ont dit non mais Corinne, tu dois l'acheter. Donc je l'ai acheté, il faut que je comprenne comment il fonctionne. Mais je me suis dit allez, je vais être une meilleure lettreuse et je vais faire attention aux règles typo aussi maintenant. Je pense à vous. Voilà. Alors attends, un truc que j'ai jamais osé glisser ça aux lettreurs. Il y a pas longtemps à une. J'ai appris, ça je le savais pas, j'ai appris que InDesign était le paradis des espaces. Oui, j'ai découvert c'était quoi un espace insécable il y a 2 jours. Alors, petite requête à tous les lettreurs qui nous entendraient, l'espace fine insécable avant l'astérisque, elle serait bienvenue. Ben oui, ok, d'accord. Parce que ça, C'est du détail. c'est un retour de correction que j'ai eu avec notre client commun, justement. Et alors, elle mettait mettre un espace insécable. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, alors, du coup, j'avais les stagiaires édito. Elles étaient là, mais tu connais pas? J'étais là, bah non. Moi, je fais copier-coller de ce qu'on me donne et puis zou, quoi. Et puis alors, elles m'ont montré où c'était sur InDesign. J'étais là, ok. Et alors, visuellement, j'étais là, et ça fait quoi? Ouais, visuellement, ça fait rien en fait. Visuellement, ça ne fait rien. Mais en fait, ça fait quelque chose, oui. Mais ouais, par contre, normalement, les espaces insécables, pour le client commun, les espaces insécables sont censés être dans le fichier, que tu copies-colles. Hein. Je le dis comme ça. Voilà. Mais ouais, bon, après, l'espace fine, c'est vraiment du détail. D'ailleurs, petit point, on le répétera jamais assez. Espace en typographie, c'est féminin. Mais ouais, non, les espaces. Mais le lexique des règles typographiques, c'est un grand classique. Après, ça aussi, les gens ne le savent pas. C'est censé être on va dire, la référence en matière d'orthotypographie dans l'édition française. Après, nous, en tant que correcteur, on le sait, quand on arrive chez un client et qu'on lui demande est-ce que vous avez une charte, alors on nous la donne ou pas, qu'on leur demande qu'est-ce que vous suivez comme code typographique. Donc en général, quand on nous dit on suit le code typo, c'est le lexique. Sauf que quand tu creuses un petit peu, moi j'ai pris l'habitude de creuser parce que je sais toujours comment ça finit, c'est on suit le code typo, mais par derrière il faut ajouter sauf dans le cas là, voilà. Pour les guillemets, ça dépend des endroits par exemple. Ouais, c'est ça. Après, les guillemets, c'est aussi... là, t'es plus calé que moi. Ça dépend aussi la police de caractère utilisée. Certains n'embarquent pas les français, donc... C'est parce qu'on m'a dit souvent « Tiens, mais là, tu utilises les guillemets anglais. » Je suis là « ceux qu'on m'a dit de mettre, je sais pas. » Merci Lisa. Lisa Pone nous dit que c'est super intéressant. C'est gentil. Coucou. Je n'ai pas trop eu l'occasion de travailler avec elle encore, mais oui, je la connais. Non, mais voilà, ouais, non, le code typo, il y a plein de, un correcteur est censé avoir plein de bouquins, donc une collection d'ouvrages de référence, comme on dit, ouais. Mais c'est surtout pouvoir en faire une bonne utilisation, parce que moi, par exemple, je l'ai et je sais toujours pas comment
l'utiliser parce que je sais pas pourquoi j'en ai besoin, entre guillemets. Donc il faudrait que je me fasse un petit check par rapport à ces histoires d'espace et tout. Ah! Alors quand je serai moins sous l'eau, je t'expliquerai. Ah oui, ça m'intéresse. Bonjour. Oui, Melochi. Ah, peut-être. Ah, mais peut-être que Melochi fait partie de notre communauté également et que je ne reconnais pas son pseudo en fait. Mmh, Parce que je me dis je qu'elle dit, elle dit coucou à Lisa, mais je ne sais pas. Ah, c'est Morgane. Ok. Ah bah, bon, voilà. Tout s'explique. Pardon. Alors attends, parce que comme je connais plusieurs Morgane dans le milieu, est-ce que c'est la Morgane que j'ai contactée il y a quelques jours? Parce que je suis perdue là. C'est vrai. Alors, le temps que ça arrive sur Twitch, ça va prendre quelques secondes. Mais en attendant... Oh, est-ce que... Non, c'est moi qui ai incognito. Pas la Morgane de CR. Et oui, c'était moi, elle dit. Alors attends, pas la Morgane de CR. Ouais, bah oui, mais justement, il y en a 2-3 des Morganes qui font dans le milieu, alors je sais jamais là. Ok. Ok. Est-ce que tu veux nous parler peut-être de l'œuvre ou des œuvres sur lesquelles tu as préféré travailler et éventuellement pourquoi? Ça peut être autant au niveau du contenu de l'œuvre que la méthode de travail ou l'équipe avec laquelle tu as travaillé. Genre, ça peut être de plusieurs expériences qui t'ont plu pour des raisons différentes et je veux bien que tu nous en parles en détail. Ouais, alors s'il faut que j'en choisisse une, ça va être impossible. Non, tu peux en choisir plusieurs. Alors, en webtoon, alors je suis désolée, en webtoon pour l'instant, j'ai pas travaillé sur une tonne de webtoon pour l'heure. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais j'ai rien qui m'a. Si, mais je sais pas si c'est sorti en fait. Je pense que oui, mais bon, j'ai travaillé sur un webtoon qui parle un peu de peinture. Voilà, c'est très très vague, hein, mais voilà, comme je dis pas, je vais rester vague. Je travaillais sur un webtoon qui parlait de peinture et en fait l'histoire était sympa, j'ai apprécié, il y avait une sorte de fond d'enquête derrière. Voilà, l'histoire je l'ai appréciée. Par contre, travailler dessus, comme on me demandait seulement une relecture orthotypo et que le français n'était pas non plus génial, j'ai trouvé ça un peu dommage en fait. Donc au niveau travail, ça m'a pas forcément emballé plus que ça. Par contre, l'histoire était sympa. En manga, je sais plus ce qui est sorti ou pas. En manga. Alors, en matière de travail pur et dur, pour l'instant, je travaille sur Ikusanoko, la légende d'Oda Mudaga, qui est paru chez Mangetsu. Et ouais, niveau travail, c'est vraiment bien. Enfin, la traduction est excellente. J'ai le temps de... Là, pour le coup, j'ai vraiment le temps de m'attarder sur du détail. Alors, ceux qui me connaissent, ça les fera peut-être rire parce que je pinaille pour tout. Mais là, vraiment, j'ai le temps de faire du détail. C'est très, très agréable. Voilà. Après, l'histoire en elle-même, est-ce qu'elle me plaît? Pas tant que ça non plus. Mais niveau travail, c'est chouette. Manga webtoon, je refais le tour. Non, après il y a des trucs qui sont pas encore sortis, donc du coup j'en parlerai pas. Mais c'est drôle parce que du coup ça fait quand même 8 ans que t'es dedans et c'est des expériences plus récentes qui t'ont marqué. Alors ça dépend parce que en animation, j'ai envie de dire une expérience qui m'a vraiment marqué. Mais alors vraiment, et c'est un peu paradoxal. C'était une série mais alors pourrie. Mais vraiment pourri. Si vous voulez aller jeter un œil juste pour le plaisir des yeux ou pas, ça s'appelait Forest Fairy 5. C'est une horreur, mais il se trouve que en sous-titrage, comme on bosse en équipe, on peut se laisser des messages dans les fichiers de travail. Et alors autant la série, on a été super content qu'elle s'arrête. Elle a eu 2 saisons quand même. 2 saisons, je sais pas comment ils ont fait, mais il y en a eu 2. Par contre, au niveau du travail, c'était tellement nul, tellement n'importe quoi que, on se marrait tout le temps en fait. Donc c'était une super expérience, paradoxalement. Par contre, en séries qui m'ont plu à la fois pour le travail et pour les séries en elles-mêmes, il y a eu Chorus Recoil, The Vampire Dies in No Time, ça j'ai beaucoup aimé. Yore Deko aussi, qui est sorti l'année dernière. Yore Deko, c'est assez particulier, mais à l'heure où on nous sert énormément d'isekai, trop d'isekai.
Moi, j'adore les isekai. Mais avec les meufs. Oui, ouais, et ben écoute, tant mieux pour toi. Non, il y en a trop. Il y a trop d'isekai. Alors c'est bien, ça fait du travail, mais il y a trop d'isekai. Et ben Yure Deko, c'est vraiment le truc. C'est un petit ovni en fait dans la saison d'été 2022. Ça traitait en plus d'un sujet que on n'aborde pas trop, c'est tout ce qui est surveillance, surveillance, aspiration des données personnelles, suppression même de l'identité au sein de la société. Enfin, j'ai trouvé le message intéressant. Après, la série est elle est assez particulière quand même. Faut apprécier quoi. C'est quoi le Mais titre Yurei Deko, Yurei et plus loin Deko, Deco. Ok, Yure Deko. Comme ça, j'écris dans le chat. Voilà. Ouais, c'est les séries qui m'ont qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Et après, il y a celle au milieu que j'ai complètement zappée parce que des fois, tu bosses sur des trucs, ça te marque tellement pas que même un an plus tard, quand on t'annonce un titre, tu dis quoi et on te dit bah oui, ce titre-là. Ah, j'ai bossé dessus. D'accord, ok, très bien. Voilà. Mais l'autre jour, j'avais pu discuter avec Célia Grosjean. Et moi, j'avais vu son nom apparaître sur plusieurs séries Crunchyroll que j'adore, dont Liliana Ended Up at the Duke's Mansion. Et alors, je lui dis et tout, moi j'étais là, oh, trop bien, t'as travaillé sur cette série et tout. Et t'es là, ouais, pas ouf. J'étais là, quoi? Mais c'était trop bien! Ouais, il y a. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que des fois, tu as des séries. La série en elle-même peut être plaisante. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, bien sûr, mais la série en elle-même peut être très plaisante. Mais parfois, niveau travail. Parfois, niveau travail, c'est tendu. Typiquement, quand tu as des séries, c'est ce que je disais. Alors, il y a une série que je trouve complètement nulle, et en plus avec des délais absolument pourris, donc il n'y a rien qui va. Mais ça s'appelle Cardfight Vanguard. Mon Dieu, ça typiquement, la série, je sais même pas comment elle fait pour avoir autant de saisons, mais elle a son public, écoute. Et c'est le genre de truc où on reçoit le matériel, allez, quand on a vraiment de la chance, un peu moins de 48 heures à l'avance, mais des fois c'est le jour même, diffusion dans la nuit, enfin bon bref, la série est nulle, enfin pour moi elle est nulle, et les conditions de travail sont nulles, donc clairement voilà quoi. Oh là là, le cauchemar. Non, mais c'est bien, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, merci. Est-ce que, dans le chat, est-ce que vous auriez des questions à poser à Poulpette? Parce que vous avez été très sage pour le moment, vous avez tous bien écouté. Vous pouvez lui poser des questions en étant poli, évidemment, je filtre les questions. Et éventuellement, en attendant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Poulpette? Quelque chose que tu aurais voulu dire et qui n'a pas pu être abordé de façon fluide? Non, pas vraiment. De manière générale, je pense qu'on le répétera jamais assez, et ça vaut aussi pour les traducteurs qui sont pas toujours à la fête non plus. Mais alors bien sûr, il y a des auteurs et il y a des correcteurs aussi. Ça vaut pour tous les métiers. Il y en a qui font mal leur travail, ça arrive. Mais vraiment, parfois, quand la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est pas toujours parce que on a en quatrième vitesse ou parce qu'on n'en avait rien à faire de ce sur quoi on travaillait. C'est que faut se rendre compte qu'il y a l'envers du décor que le public ne connaît pas, évidemment. Il n'a pas à le connaître. Au fond, lui, il paye pour un produit fini, pour une œuvre finie, et il veut de la qualité, c'est normal. Hein. Il paye. Mais les gens ne savent pas toujours comment ça se passe dans les coulisses. Parfois, comme je disais, il y a des trucs. Même les même les traducteurs s'en plaignent parfois, mais il y a des œuvres qui sont publiées sans correction. Il y a des traducteurs qui n'ont pas forcément de retour de la part des éditeurs, donc ils prennent la traduction, puis ils savent pas vraiment si ça a convaincu, pas convaincu. L'éditeur après fait sa tambouille sur le texte, et voilà. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font que parfois c'est pas toujours notre faute si la qualité n'est pas au rendez-vous. Bon, parfois si, mais voilà. Ici, on a Lisa qui nous demande sur quel type de format tu préfères travailler finalement. Pour le rythme de travail, clairement, manga. J'allais dire webtoon aussi, mais le webtoon, comme c'est souvent comme on a chapitre à rendre toutes les semaines, le rythme est quand même
est quand même assez cool, mais bah, tu es vraiment tenu. Et puis, bah, en tout cas, moi, en tant que correctrice, c'est toujours pareil. Il suffit que le traducteur ait du retard pour une raison X ou Y. Moi, on me permet pas toujours de décaler la date de rendu. Donc, ben, je me débrouille dans le temps qu'il me reste, quoi. Hmm. Donc, le fait d'avoir en webtoon des délais relativement serrés quand même à tenir, c'est-à-dire toutes les semaines. Je dis serré parce que ben, comme c'est pas très bien rémunéré, tu peux pas non plus passer 3 jours dessus, hein, Mhm. voilà. Donc j'allais mettre le webtoon, mais non. Par contre, le manga, c'est un peu plus cool. Disons que l'avantage du manga, c'est qu'à partir du moment où on m'envoie le matériel, on me donne une date butoir et je sais que jusqu'à la date butoir, c'est mon moment, j'ai envie de dire. C'est je gère mon temps comme je veux là-dedans, tant que je rends quelque chose de satisfaisant à la date donnée. Mhm. En simulcast, bah, les contraintes du simulcast font que, bah, déjà en début de chaîne, donc en l'occurrence c'est le repéreur en début de chaîne. Le repéreur, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui va s'occuper de créer les lignes de sous-titres. Donc elle va caler les entrées, les sorties, et cetera, pour que ensuite le traducteur, bah, puisse faire son travail. Donc bah, le traducteur récupère un fichier, on appelle ça un fichier timé, quoi, repéré, où il y a Mhm. toutes les lignes, et puis après, bah, il va s'occuper de les remplir. Donc, en tout début de ligne, en tout début de chaîne, pardon, il y a le repéreur, donc ben, lui-même attend l'arrivée du matériel, on ne sait pas quand. Et puis après, ben, comme c'est à la chaîne, ben, le suivant attend toujours que le précédent est terminé. Donc ça, c'est pas toujours évident à gérer, quoi. Hmm. Donc non, niveau rythme de travail, clairement, je préfère le manga. Après, par habitude, et puis parce que j'aime bien aussi, j'ai quand même un petit faible pour le sous-titrage. Et puis on va pas se mentir non plus, Crunchyroll, c'est peut-être enfin, je crois que c'est le seul diffuseur, pour l'instant, Crunchyroll France en tout cas, qui a l'intelligence de faire travailler, sur un même fichier des traducteurs et des correcteurs. Et c'est pour ça que même si on a parfois des loupés, ça arrive, mais dans l'ensemble, c'est pour ça que, ben, pas trop faire de pub non plus, mais sur les 3 qu'il y avait avant et les 2 qui restent, ben, Mhm. de manière générale, les sous-titres les plus propres sont chez Crunchyroll parce que, ben, vous avez 3 personnes dessus, quoi. Il y a le traducteur et puis, la plupart du temps, il y a 2 correcteurs derrière, quoi. Hmm. Oh, d'accord. Ok. Mais ça se trouve pas, enfin Netflix, tout ça, enfin toutes les agences, c'est le traducteur dans son coin, si je dis pas d'âneries et puis c'est tout, quoi. Donc, Hmm. Et une question qui va rejoindre celle-ci, et finalement, tu vas dire, bah, c'est évident. Toi, ton projet parfait, du coup, ça va plutôt être un projet dont la série est une série qui te hype ou un projet dont les conditions de travail sont idéales. les 2, je pense que oui, effectivement, la réponse est évidente. Les 2. Bah, là, par exemple, là comme c'est en diffusion, c'est pas un problème, mais là, par exemple, je bosse sur les carnets de l'apothicaire et on a, pour l'instant, des bons délais, et la série est cool, donc j'ai les 2. Oh mon dieu, Poulpette, tu travailles sur les carnets de l'apothicaire, mais c'est trop bien! Voilà, ouais, non, je suis contente d'avoir été mise dessus, donc là, j'ai les 2, donc ben, j'en profite. Mais ouais, le projet idéal, c'est le projet qui rassemble les 2. OMG! Mais je suis désolée, je bug, mais c'est parce que j'ai regardé encore l'épisode hier et tout. Je suis là, oh quoi? Je savais même pas! C'est trop bien! Ah là, il y a des Ah, réactions dans le chat, hein. On a des fans par ici, hein. bon, bah, on va rendre hommage à l'équipe quand même. Donc, il y a Camille Vélien à la traduction, il y a Nolan, je sais pas, alors, bon, heureusement, il m'écoute pas, donc je sais pas si on prononce le D dans son nom, mais il y a Nolan Fond, je pense que c'est Fond au repérage. Je suis à l'adaptation, du coup, et Mathieu Lachassagne est à la relecture. Ok. Et donc, du coup, c'est ça quand tu disais deux correcteurs, c'est qu'il y a quelqu'un à la correction et quelqu'un à la relecture. Donc là, C'est ils font ça. bien le distinguo et ça fait plaisir. Alors, il y a ouais, officiellement, il y a un distinguo, c'est-à-dire que l'adaptateur chez nous, bah, c'est un peu comme le préparateur de copie en manga, enfin, sauf qu'en manga, ils mettent qu'un correcteur pour faire les 2 étapes. Mais en gros, oui, l'adaptateur, il est censé, comme j'ai dit, orthotypo, tout ça, il va s'appliquer à faire respecter toutes les contraintes techniques propres au sous-titrage, que le traducteur fait déjà en amont, mais que la responsabilité nous incombe. Donc on va mettre aux normes les fichiers, et cetera. On reformule si nécessaire.
Mhm. Alors quand ça change le sens, on en discute avec le traducteur, enfin avec l'équipe en fait, puisque tout le monde a accès au même fichier. Et le relecteur, lui, est là normalement et en théorie pour faire, on va dire une passe de contrôle, s'assurer qu'il reste pas des coquilles parce que ça arrive, voilà. Mais dans les faits, comme on se connaît tous et cetera, c'est fréquent qu'un relecteur dans sa relecture glisse une idée d'adaptation parce que, ben, je veux dire que ce soit en fait, traducteur comme correcteur, personne n'a vraiment le monopole de la bonne idée. Mhm. Parfois ça vient du correcteur, enfin du traducteur, parfois du correcteur, parfois du relecteur. Mhm. Donc voilà, les relecteurs parfois glissent des idées Mhm. d'adaptation et puis qu'on est libre Mhm. de faire quoi, Oui, mais oui, voilà. parce que ici l'idée c'est que le relecteur de base est correcteur, c'est juste que sur cette série-là, il fait un service de relecture. Mais c'est vrai que ça C'est ça. n'empêche pas d'avoir des bonnes idées, effectivement. C'est ça. Ben, en fait, voilà, enfin, la boucle est un peu bouclée. Ça rejoint le tout début de l'entretien où je disais que, ben, techniquement, je suis correctrice, point. Après, il y a plein d'appellations selon ce qu'on nous demande de faire, Mhm, mais en fait, on est correcteur, quoi. mhm, mhm. Voilà. Oh, super intéressant. Merci beaucoup, Poulpette. Je t'en prie, merci à toi. Et donc, je te dis rapidement ce qui s'est dit dans les commentaires. Donc, bon, pour les carnets de l'apothicaire, trop bien. De eux-mêmes, Lucie qui dit oh là là. Melochi, je suis devenue fan de l'anime, je viens de découvrir et justement, je trouve le sous-titrage incroyable. Lisa qui dit oui, le sous-titrage est parfait. Melochi, vraiment fantastique. Lisa, elle dit Crunchy a vraiment un bon système. Et Melochi demande est-ce que tu discutes souvent avec les traducteurs pour valider des phrases spécifiques? Tu as le dernier mot le plus souvent ou ça dépend des ME? Alors pour le manga et le webtoon, c'est le client, donc l'éditeur ou le diffuseur, ça dépend, qui a le dernier mot. Donc moi, je peux proposer des corrections, mais voilà. Après, moi, je fonctionne comme ça et enfin, ça m'apparaît la méthode la plus logique, en fait. C'est-à-dire qu'à partir enfin, je ne demande pas l'avis d'un traducteur tant que ce que je touche est du français vraiment, on va dire, pur et dur. T Voilà, une erreur d'accord, ce genre de truc, voilà. Par contre, même pour les erreurs d'accord, justement, il suffit que la phrase, prête à confusion, quand je dis prête à confusion, ça ne veut pas dire qu'elle est mal tournée, hein, c'est que dans l'ensemble du texte, des fois, on n'est pas trop sûr de, qui parle vraiment ou alors, est-ce que tel mot fait bien référence à telle personne? Donc même pour un simple accord, ça peut m'arriver de demander au traducteur: «Est-ce que là, c'est bien ça que ça signifie?» pour être sûr de comment je vais accorder le mot, quoi. À partir du moment où ce que je suis susceptible de toucher peut altérer le sens et des fois ça tient à une virgule, heu, là je me permets pas de retoucher ou alors je vais retoucher, je vais laisser un commentaire en disant: «Est-ce que c'était bien ça qui était sous-entendu?» et le traducteur qui passe, alors soit qui passe derrière dans le cadre de Crunchyroll, soit le traducteur qui me répond directement parce qu'avec certaines maisons d'édition, on peut être mis en relation avec les traducteurs, parfois pas. Donc quand j'ai accès au traducteur, ben, je vais lui poser mes questions. Je lui dis: «Voilà, est-ce que là, si je modifie comme ça, est-ce que ça bouge pas le sens? Est-ce que c'est toujours bon par rapport au style, au ton?» et cetera. Donc voilà, pour tout ce qui est sens et registre, j'en discute avec le traducteur, ce qui me semble normal parce que, enfin, c'est pas mon texte. On travaille dessus, c'est un peu le nôtre, mais je veux dire, c'est pas je suis pas l'autrice, quoi. Par contre, pour tout ce qui est oui, orthotypo ou si jamais une phrase contient, je sais pas moi, un anglicisme qui passe pas parce que les conventions qu'on applique nous disent de les faire sauter et cetera. Là, en général, c'est soit l'éditeur qui a le dernier mot en édition, à Crunchy, c'est l'adaptateur. Mhm. Ok. Je pense que Melochi, ça doit bien répondre. Ah oui, elle dit. Ah oui, je vois. Ça répond bien à la question. Bon, ben les amis, je crois que ça va marquer la fin de notre interview qui s'est plutôt bien déroulée. Je pense qu'on peut tous féliciter Poulpette, envoyer du love dans le chat C'est gentil, merci. parce que c'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Très Plaisir, contente. au plaisir d'avoir aidé des gens à comprendre un métier de l'ombre. Mais oui, c'est ça, parce que c'est vraiment un métier qui est peu crédité, et donc du coup, on n'est pas au courant qu'il y a quelqu'un qui le fait finalement. Mm, Mmh. mm, Oui, il y en a qui créditent oui, il y a des maisons qui nous créditent pas du tout. mm. Pour ça.
Bon, merci beaucoup les amis d'avoir encore une fois suivi le Wafé. Et puis, bah, on se retrouvera une prochaine fois pour une autre interview des métiers de l'ombre. Et voilà, je vous remercie pour votre participation ce soir. Meloche, elle dit merci pour l'interview. C'est cool d'avoir plus d'infos sur ce métier. Et puis, bah, t'as des cœurs, t'as des petits GG, des merci, C'est très gentil. etc. Bah, merci tout le monde, c'est très gentil. Elisa qui dit Poulpette, au passage, est une super bonne correctrice, hyper investie. Bon, c'est gentil, cœur cœur. Donc merci beaucoup les amis, je vous laisse avec les réseaux du Wafé. Poulpette est une invitée mystère des réseaux, donc je ne peux pas partager ses réseaux, mais je pense que vos compliments lui font plaisir. Oui, beaucoup, merci. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis je vous laisse avec l'outro. Salut! Au revoir.